C'est la parole. Bonsoir à toutes et à tous et merci de cette invitation. Lors du mois de juillet dernier, nous étions réunis justement autour d'Edgar Morin à l'occasion des dialogues en humanité, qui est un processus international qui s'est créé il y a une dizaine d'années, autour de la question quelle politique de l'humanité. Et si je ne prends qu'une seule idée de cette politique de l'humanité, qui est la question de la gouvernance par excellence, qui est la question de la défense, puisque classiquement, quand on évoque une gouvernance, au cœur de la gouvernance, on place la question de la défense. Je vous propose de réfléchir à cette question qui peut paraître étonnante. Que serait un ministère de la Défense de l'humanité? Et il suffit de se poser cette question pour voir que les modalités classiques de la géopolitique ou de l'économie de rivalité sont totalement incapables de répondre à cette question. Le propre d'un ministère de la Défense, c'est de faire une liste des menaces et d'y répondre de façon appropriée. Question, y a-t-il des menaces qui conduiraient l'humanité à un risque de destruction? La réponse est hélas oui. D'où viennent ces menaces? Viennent-elles de l'extérieur? En dehors des films catastrophes dont on a l'habitude de se repaître, nous savons bien que ces menaces ne viennent pas de barbares extraterrestres. Ils viennent d'une barbarie qui est une barbarie intérieure. L'humanité est menacée par sa propre inhumanité. Un ministère de la Défense de l'humanité, il serait amené à dire, eh bien, par exemple, le défi écologique. Si nous continuons à détruire nos écosystèmes, l'humanité est menacée. Donc une grande politique écologique ferait partie des fonctions d'un ministère de défense de l'humanité. Serait amené à dire le cocktail explosif de l'humiliation et de la misère, qui conduit par exemple, selon les chiffres officiels des Nations Unies, à ce que la fortune personnelle de 225 personnes, pas beaucoup 225 personnes qui pourraient être dans cette salle, que la fortune personnelle de 225 personnes soit égale au revenu cumulé de 2,5 milliards d'êtres humains, eh bien ce cocktail explosif de l'humiliation et de la misère, voilà une menace pour l'humanité. Et par conséquent, une grande politique sociale serait au cœur d'un ministère de la Défense de l'humanité. Puis évidemment, il serait amené à dire le dérèglement majeur du système financier mondial est en train d'atteindre des formes qui sont totalement insupportables, et notamment insupportables sur le plan social, avec les plans d'austérité qui sont censés rassurer les marchés financiers. Un ministère de la Défense de l'humanité se dirait, mais au fond, ça veut dire quoi rassurer les marchés financiers? Qui faut-il rassurer? Comment les rassurer? Et comment être garanti que cette réassurance soit durable? Il sera amené à regarder d'un petit peu près la question et à se poser et à dire qui sont les marchés financiers? Tellement inquiets. Aujourd'hui, 70% des transactions financières aux États-Unis, plus de 50% en Europe, et on retrouve cette proportion sur les marchés asiatiques, sont faits par des robots. Alors ça n'est jamais dit comme ça, parce que si on le disait comme ça, il suffit de poser la question, peut-on rassurer des robots, pour voir l'absurdité de la question. Donc dans la novlangue des marchés financiers, on va nous parler de high trading, très sophistiqué, personne ne comprend du coup ce qu'il y a derrière. En réalité, il y a des robots qui conduisent plusieurs centaines de transactions financières à la seconde. L'unité, c'est la nanoseconde.
Donc le qui, c'est d'abord des robots. Ensuite, quand on va trouver des humains, le Wall Street Journal a un jour, dans un éclair de lucidité, évoqué l'état psychique de ces humains. Il a dit textuellement ceci: Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie et la panique. C'est exactement la définition médicale de la psychose maniaco-dépressive. Et on sait bien que des personnes qui sont en situation de psychose maniaco-dépressive perdent le contact avec le réel, en particulier le réel de la gestion de leur économie, et que c'est une des raisons majeures pour lesquelles on propose une curatelle, voire une tutelle. Donc, le ministère de la Défense de l'Humanité serait amené à dire: nous avons là des acteurs qui sont malades et qui sont associés à des robots dont le mieux qu'on puisse faire est de changer les logiciels, et par conséquent, le ministère de la Défense de l'Humanité considérerait que non seulement la régulation, mais le soin, la mise sous curatelle médicale des marchés financiers, et dans un premier temps, au minimum, l'organisation d'exercices de respiration dans les salles de marché, est une mesure conforme à une politique de défense de l'humanité. Et puis, évidemment, ce ministère de Défense de l'Humanité, il serait amené à considérer le risque de guerre du sens, de guerre de civilisation, le fameux choc de civilisation dont Samuel Huntington a fait la théorie. Et du même tout, il serait conduit à considérer que si nous voulons éviter que cette guerre soit meurtrière, comme toutes les guerres du sens dans l'histoire de l'humanité, construire un dialogue exigeant et ouvert de civilisation qui permettrait de co-construire un universel en travaillant sur le meilleur de la modernité, qui est l'émancipation, mais sans le pire de la modernité, qui est la chosification, sur le meilleur des sociétés de tradition, qui est la reliance, reliance à la nature, reliance au lien social, reliance au sens, mais sans la part d'ombre des sociétés de tradition, qui est la dépendance, le lien social devenant contrôle social, le rapport au sens se faisant identitaire et excluant du sens des autres, le rapport à la nature s'interdisant même des transformations quand elles sont positives. Et ce ministère de la Défense de l'Humanité penserait que, par exemple, le programme initié avec l'UNESCO d'une co-construction de l'universel, et pour éviter les soupçons d'occidentalisme dans la conception de l'universel, en partant du Sud et en partant de la posture radicalement non économique par excellence qui est celle des grands poètes, et notamment de Neruda, de Tagore et de Césaire, puisque c'est ça la proposition de l'UNESCO. Edgar est venu à l'UNESCO participer à tout ce processus qui est en partenariat avec Dialogue en Humanité. Eh bien, on dirait ce dialogue exigeant et ouvert, il fait partie du ministère de la Défense de l'Humanité. Et puis, évidemment, le problème de la circulation des armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires, chimiques, bactériologiques, parce qu'il ne viendrait à l'esprit d'aucune personne sensée de considérer que face au problème de la barbarie intérieure de l'humanité, la meilleure façon de se prémunir contre cette barbarie, c'est d'accumuler un stock d'armes de destruction massive et de dire à l'humanité: nous allons vous détruire si vous continuez à vouloir être aussi irresponsable. Donc il suffit de prendre cette question qui, après tout, est la question à laquelle devrait nous inciter la fameuse mondialisation dont on nous voit bas les oreilles, la prendre au sérieux, dire chiche à ce qui à ce moment-là n'est plus de la globalisation financière, mais ce que Édouard Glissant appelait la mondialité, et mettre en évidence qu'à cette occasion, le politique, mais aussi le culturel, l'économique, l'écologique sont amenés à changer de posture. Là où traditionnellement, et vous venez de l'évoquer, on pacifiait un espace, on civilisait un espace en déchargeant l'agressivité sur une menace extérieure, le barbare c'était l'autre, le barbare, l'infidèle, l'étranger, le politique est amené à poser la question d'une gouvernance démocratique mondiale
en disant la barbarie, ça n'est pas l'autre, la barbarie, c'est le refus de l'autre. Et ce travail sur une autre posture du rapport à la barbarie fait que le politique, mais aussi l'économique, est amené à réinterroger, à se laisser réinterpeller par les grandes traditions de sagesse, sous toutes leurs formes, qui ont pour point commun de dire depuis des siècles et même des millénaires qu'il y a bien une question de barbarie, mais que c'est une question intérieure et non pas extérieure. Et du même coup, ce changement de posture, et c'est ma conclusion, elle nous amène effectivement à considérer que dans la grande question des biens communs, qui fait partie de cette co-construction de l'universel, et notamment bien sûr des biens communs écologiques et culturels, il y a aussi pour l'humanité la nécessité absolue de se construire elle-même comme bien commun. C'est-à-dire de réussir, et ça c'est, je crois, la grande aventure qui est devant nous, face au risque de sortie de route de notre famille humaine, ce grand rendez-vous critique de l'humanité qui nous permet de franchir un saut qualitatif dans la voie de l'humanisation qu'Edgar Morin appelle de ses voeux, c'est de dire l'humanité a commencé à se construire comme sujet de sa propre histoire du côté du pire, c'est-à-dire notamment depuis Hiroshima et Nagasaki. C'est quand l'humanité a compris qu'elle était en train d'acquérir les moyens de sa propre autodestruction, qu'elle a commencé à se constituer en sujet négatif de sa propre histoire. La grande affaire, le grand rendez-vous qui est devant nous, c'est de nous construire cette fois en sujet positif de notre propre histoire. Et donc de réunir ce que vous appeliez avec force le devoir d'humanité avec le désir d'humanité.